Sortez. Payer les factures ne fait pas de vous une famille. Mon père a craqué à Thanksgiving, et maman a chuchoté, tu es juste jalouse de ton frère. J'ai souri. J'ai répondu, alors, laisse-le payer les 9600 €. Cette nuit-là, j'ai tout arrêté. Au matin, police, larmes, chaos. Je m'appelle Rachel Morgan, et j'ai 28 ans. En tant qu'analyste financière dans l'une des meilleures entreprises de Boston, je devrais me sentir accompli. Au lieu de cela, chaque mois, lorsque je transfère 1600 € pour l'hypothèque de mes parents, je me sens comme cette petite fille désespérée, cherchant encore leur approbation. Malgré le fait que je finance leur mode de vie, je reste la déception de la famille, tandis que mon jeune frère, Kevin, se prélasse dans des éloges immérités. Ce Thanksgiving a tout changé. Avant de vous raconter comment je me suis enfin défendu, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, et aimez cette vidéo si vous vous êtes déjà senti peu apprécié par les personnes même que vous soutenez. Grandir dans la maison des Morgan signifiait comprendre un fait crucial, mon père, Harold, avait des attentes, et elles étaient rarement satisfaites. Pas par moi, en tout cas. Des concours d'orthographe de l'école primaire au débat du lycée, rien de ce que j'accomplissais ne semblait jamais assez bien. La deuxième place est juste le premier perdant, disait-il, en examinant mes trophées avec une déception à peine voilée. Ma mère, Linda, était différente, mais pas meilleure. Là où papa était ouvertement critique, maman était passivement dédaigneuse. C'est gentil, chérie, disait-elle, levant à peine les yeux du magazine qui présentait l'équipe de football de mon frère. Son indifférence blessait plus profondément que les critiques de papa. Puis, il y avait Kevin, 3 ans plus jeune que moi. Il est devenu l'enfant chéri dès l'instant où il a lancé sa première spirale parfaite, à l'âge de 7 ans. Ses notes médiocres étaient vues comme se concentrer sur ce qui compte vraiment, tandis que mes 20/20 étaient perçus comme l'essayer trop fort de se faire valoir. Lorsqu'il a intégré l'équipe universitaire en première année, mes parents ont organisé un barbecue dans le jardin. Lorsque j'ai été accepté à Harvard avec une bourse partielle, j'ai eu droit à un hochement de tête et un « Eh bien, tu as toujours aimé les livres ». Ce schéma s'est poursuivi tout au long de mon enfance. J'ai appris à trouver la validation ailleurs, dans les éloges des enseignants, dans les résultats académiques, et dans la satisfaction tranquille de savoir que je construisais quelque chose pour moi-même. Je me suis plongé dans mes études, déterminé à créer une vie où je n'aurais pas besoin de leur approbation. L'université a été mon échappatoire. À Harvard, je me suis spécialisé en économie avec une mineure en informatique, obtenant mon diplôme avec mention. Personne de ma famille n'a assisté à la cérémonie, Kevin avait un match de football ce jour-là. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. J'ai décroché un emploi chez Beacon Financial Partners, l'une des entreprises les plus prestigieuses de Boston, et je me suis construit une vie en ville. Pendant 5 ans, j'ai maintenu un contact poli mais distant avec ma famille. Visites pour les fêtes, appels téléphoniques occasionnels, rien de trop profond. Puis, il y a 3 ans, tout a changé. Papa a appelé un mardi soir, la voix inhabituellement modérée. Il avait été licencié après 20 ans à l'usine de fabrication. À 58 ans, sans diplôme universitaire et dans une industrie en déclin, ses perspectives étaient sombres. Maman n'avait jamais travaillé qu'à temps partiel à la bibliothèque locale. Leurs économies, le peu qu'ils avaient, s'épuisaient rapidement. L'hypothèque avait 3 mois de retard. Ils étaient sur le point de perdre la maison où j'avais grandi. Je venais de recevoir une promotion substantielle. Mon nouveau salaire me permettait une vie confortable sur le marché immobilier coûteux de Boston, avec assez de reste pour constituer mon épargne et mon portefeuille d'investissement. Sans hésitation, j'ai emballé mes affaires, et je suis retourné dans ma ville natale, louant un petit endroit à 15 minutes de chez mes parents. J'ai commencé à payer leur hypothèque de 1600 € directement à la banque. Je couvrais les factures, l'épicerie, l'assurance automobile, soit environ 800 € de dépenses mensuelles supplémentaires. Juste jusqu'à ce que papa trouve quelque chose de nouveau, avait dit maman, en me serrant la main, les larmes aux yeux. C'était il y a 3 ans. Papa avait trouvé un travail à temps partiel dans une quincaillerie, rapportant à peine assez pour couvrir leurs dépenses personnelles. Maman avait pris plus d'heures à la bibliothèque, mais l'hypothèque et les factures restaient carrément sur mes épaules. 9600 € par an, chaque année, pendant 3 ans. 28 800 € au total jusqu'à présent. L'ont-ils apprécié?
pas d'une manière qui comptait. Papa critiquait toujours mes choix d'investissement. Maman me comparait toujours défavorablement à Kevin, qui avait déménagé à Chicago après l'université et travaillait dans la vente pour une entreprise d'articles de sport. Il appelait pendant les vacances, envoyait des cartes d'anniversaire, mais ne contribuait en rien à la situation financière de nos parents. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il restait le fils parfait à leurs yeux. Cette année, j'ai décidé d'organiser Thanksgiving dans mon appartement. J'avais récemment été promu à nouveau, et mon nouvel endroit avait une salle à manger qui pouvait accueillir tout le monde confortablement. J'ai invité maman et papa, Kevin et sa nouvelle petite amie, Brittany. J'ai passé des semaines à planifier le menu parfait, intégrant le jambon glacé au bourbon préféré de papa aux côtés de la dinde traditionnelle, la recette de ragoût de patates douces de maman, et même à traquer la bière artisanale préférée de Kevin. Le mardi avant Thanksgiving, j'ai dépensé 347 € à l'épicerie, sélectionnant soigneusement des produits biologiques, une dinde élevée en plein air, et des ingrédients de première qualité pour tous les accompagnements. En chargeant les sacs dans ma voiture, j'ai ressenti un mélange familier d'espoir et d'effroi. L'espoir que cette année serait différente. L'effroi que ce serait exactement la même chose. Ils verront combien d'efforts tu fournis, me suis-je dit, en ajustant le rétroviseur pour sortir de la place de parking. Mais en croisant mon reflet, les yeux déjà fatigués par le stress anticipé, une autre voix a chuchoté, qu'en l'ont-ils jamais fait? Le matin de Thanksgiving est arrivé, avec l'odeur du beurre et des épices remplissant déjà mon appartement. J'étais levé depuis 5 heures, préparant la dinde, coupant les légumes, et organisant ma cuisine pour une efficacité maximale. La table de la salle à manger était déjà dressée avec ma plus belle vaisselle, des cadeaux de mariage d'un mariage qui n'avait pas fonctionné, mais c'est une autre histoire. Les verres à vin en cristal brillaient sous la douce lumière du lustre antique de ma grand-mère, le seul héritage familial que j'avais réussi à réclamer. Pendant que je travaillais, les souvenirs des Thanksgiving précédents défilaient dans mon esprit. L'année dernière, chez mes parents, papa s'était plaint que la dinde était sèche, tandis que maman s'inquiétait que je sois encore célibataire à mon âge. L'année d'avant, ils avaient passé le dîner à parler de la récente promotion de Kevin, reconnaissant à peine que je venais de conclure le plus gros compte de ma carrière. Et l'année d'avant encore, maman avait invité mon ex-petite amie sans me le dire, espérant nous aider à nous réconcilier. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amber, ma meilleure amie depuis l'université, plan de survie en place. Rappelle-toi de ce dont nous avons parlé, les limites. J'ai souri, reconnaissante pour son inquiétude. Amber avait été mon roc à travers des années de drames familiaux. Elle avait proposé de se joindre à nous aujourd'hui comme soutien moral, mais j'avais refusé. Certains désastres valent mieux être affrontés seuls. Tout est bon, ai-je répondu par SMS. Dinde au four, alcool stocké. Plan d'évasion, fausse urgence de travail à 20 h si nécessaire. Sa réponse est arrivée immédiatement, j'appellerai à 20 h pile. Utilise le mot de code tableur si une extraction est nécessaire. Je t'aime. À 11 h 30, la sonnette a retenti. Maman est arrivée la première, portant une tarte à la citrouille achetée en magasin, malgré mon assurance que le dessert était prévu. La table est jolie, a-t-elle dit, en examinant mes arrangements soigneusement disposés. Mais ne serait-ce pas mieux avec les assiettes bleues? Celles-ci, blanches, font tellement en entreprise. J'ai ravalé la remarque qu'elle avait toujours utilisé des assiettes blanches pour chaque fête. Merci pour la tarte, maman. Tu peux la mettre dans la cuisine. Elle a froncé les sourcils devant la dinde rôtissant dans le four. Tu n'utilises pas ma recette. J'essaie la méthode d'Ina Gartan cette année, ai-je expliqué. Cela implique de saumurer toute la nuit, et... Eh bien, j'espère que ton père ne verra pas d'inconvénient aux expériences. Tu sais à quel point il est traditionnel. Traditionnel signifiant qu'il s'attendait à ce que tout soit exactement comme cela avait toujours été, sauf quand il voulait quelque chose de différent. J'ai pris une profonde inspiration. Puis-je te servir du vin? Maman s'est installée dans le salon avec un verre de chardonnay, zappant sur les chaînes jusqu'à ce qu'elle trouve le défilé. J'ai continué à cuisiner, essayant d'ignorer ses commentaires occasionnels sur l'organisation de ma cuisine et mes techniques culinaires. À 12 h 15, Kevin est arrivé avec sa petite amie, Brittany. Il ne portait rien d'autre que son téléphone, qu'il faisait défiler en entrant. Brittany, au moins, a apporté des fleurs, des roses jaunes qu'elle m'a tendues avec un sourire sincère.
Elles sont magnifiques, ai-je dit, touché par le geste. Merci, Brittany. Tout le plaisir est pour nous, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à Kevin, qui étreignait déjà maman. Ton appartement est magnifique. Puis-je aider à quelque chose? Avant que je puisse répondre, maman s'est exclamée, Kevin, regarde comme tu es beau. Ce climat de Chicago doit te réussir. Kevin a souri, acceptant l'adoration de maman comme son droit de naissance. Les Bears font une bonne saison aussi. Mes chiffres de vente pour les produits de l'équipe crèvent le plafond. C'est merveilleux, chérie, rayonna maman. J'ai tendu un verre de vin à Brittany. Merci pour la proposition d'aide. Tout est sous contrôle, mais j'apprécie. Brittany a pris le vin, ses yeux observant la dynamique avec une intelligence tranquille. C'est la première fois que je rencontre tes parents. Kevin m'a tellement parlé de ta famille. Je me demandais exactement ce qu'il lui avait dit. Au regard compatissant qu'elle m'a lancé, je soupçonnais plus de vérité que de fiction. Papa est arrivé en dernier, à 12h45, 15 minutes avant l'heure prévue du repas. Il portait un pack de 6 bières locales, malgré la sélection de bières artisanales que j'avais achetées spécifiquement pour l'occasion. L'endroit est difficile à trouver, a-t-il grommelé en guise de salutation. Tu devrais avoir de meilleures indications sur ton immeuble. Je te les ai envoyées par SMS hier, papa, ai-je dit, acceptant son étreinte latérale maladroite. Eh bien, ça sent bon ici en tout cas, a-t-il concédé, ce qui, venant de lui, était un grand éloge. Alors que je retournais à la cuisine pour arroser la dinde, j'ai entendu papa dans le salon, Rachel fait la sophistiquée avec nous cette année. Elle essaie probablement de frimer avec tout cet argent de Boston, Harold, a dit maman dans une réprimande sans conviction. Quoi? C'est vrai. Tous ces plats chics et ces vins coûteux. Qui essaie-t-elle d'impressionner? J'ai agrippé le comptoir, les jointures blanches. 347 € en courses, 1600 € en paiements hypothécaires, 800 € en factures et autres frais, tout ça pour eux. Et c'était le remerciement que je recevais. Quand Kevin a erré dans la cuisine à la recherche de bière, je bouillonnais encore. Et Serette, a-t-il dit, ignorant mon humeur. Papa a apporté de la Budweiser. Tu en as au frigo. Il y a de la bière artisanale là-dedans, ai-je répondu. J'ai pris cette IPA que tu as dit aimer. Kevin a haussé les épaules. Papa dit que ces bières chics sont justes pour les gens qui veulent se sentir spéciaux. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai goûté le sang. Prends ce que tu veux, Kevin. Pendant qu'il fouillait dans mon réfrigérateur, j'ai vérifié la dinde une dernière fois. Une peau dorée parfaite. Pile à l'heure. Au moins quelque chose se passait comme prévu. À 13h précises, j'ai annoncé que le dîner était prêt. Tout le monde a pris sa place assignée à la table. Papa à un bout, Kevin et Brittany d'un côté, maman et moi de l'autre. L'étalage ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine culinaire, dinde rôtie aux herbes, jambon glacé au bourbon, 3 sortes de pommes de terre différentes, ragoût de haricots verts, sauce au canneberge maison, petit pain frais encore chaud du four. Papa a regardé le festin et a froncé les sourcils. Où est la farce? Elle est juste ici, ai-je dit, montrant le plat en céramique près de son coude. C'est une farce au pain de maïs avec de la saucisse et des pommes. Il l'a piqué avec suspicion. Ça ne ressemble pas à la farce de ta mère. Et ainsi, cela a commencé. Disons les grâces, a annoncé papa, tendant la main vers celle de maman d'un côté et celle de Kevin de l'autre. Nous avons formé notre cercle traditionnel, tête baissée. Seigneur, a commencé papa, nous te remercions pour cette nourriture et pour avoir réuni notre famille aujourd'hui. Nous sommes particulièrement reconnaissants que Kevin ait fait le voyage depuis Chicago pour être avec nous. Nous te remercions pour son succès continu et pour Brittany qui rejoint notre cercle familial. Nous demandons ta bénédiction sur ce repas et sur nos liens familiaux, qui sont plus importants que toutes les possessions matérielles ou le succès mondain. Amen. Mes yeux sont restés fermés un instant de plus que tout le monde. Pas en prière prolongée, mais en incrédulité. Pas un mot de remerciement pour le repas que j'avais préparé, la maison que j'avais fournie pour le rassemblement, ou le soutien financier qui empêchait la saisie de leur maison. J'ai croisé le regard de Brittany à travers la table, un éclair de reconnaissance qui m'a dit qu'elle avait remarqué, elle aussi. La dinde a l'air superbe, Rachel, a offert Brittany alors que nous commencions à passer les plats. Oui, pas mal,
a convenu maman sur le même ton qu'elle pourrait utiliser pour louer la peinture au doigt d'un enfant, bien que je la laisse généralement un peu plus longtemps. Elle est parfaitement cuite, a rétorqué Brittany, coupant dans son morceau. Moelleuse, mais bien cuite. Tu l'as saumurée? Oui, toute la nuit avec des herbes et des agrumes, ai-je répondu, maniement face à son intérêt sincère. Chic, a marmonné papa, se servant plus de jambon que de dinde. Kevin, déjà à sa deuxième bière, a orienté la conversation vers un territoire plus sûr. Alors, papa, tu as regardé le match des Bears dimanche dernier? Pendant les 20 minutes suivantes, ils ont discuté de football, tandis que maman interposait des questions occasionnelles sur le travail de Brittany en tant qu'infirmière pédiatrique. J'ai mangé en silence, me demandant pourquoi je m'étais embêté avec les légumes anciens biologiques et les fromages importés, alors que personne à table, à l'exception de Brittany, ne semblait le remarquer ou s'en soucier. Rachel, comment va le travail? A demandé Brittany lors d'une accalmie dans la discussion sportive, essayant clairement de m'inclure. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue, oh, elle est toujours à cet endroit financier. Elle fait toujours de si longues heures. Elle s'est tournée vers Kevin, rien à voir avec ton travail où tu rencontres tous ces sportifs intéressants. En fait, ai-je dit, posant ma fourchette, j'ai été promu stratège principal en investissement le mois dernier. Je gère maintenant un portefeuille d'une valeur de plus de 300 millions d'euros pour nos meilleurs clients. Ça semble impressionnant, a dit Brittany. Papa a reniflé. Des chiffres sur un écran d'ordinateur. Ce n'est pas comme un vrai travail. Mon travail est très réel, papa, ai-je dit, sentant la chaleur monter à mes joues. Ces chiffres représentent les retraites des gens, les fonds universitaires pour leurs enfants, la sécurité de leur famille. Et du bon argent pour toi, je parie, a-t-il dit, c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi tu te plains toujours d'aider un peu ta famille. La pièce est devenue silencieuse. Même Kevin avait l'air mal à l'aise. Quand me suis-je jamais plaint d'aider, ai-je demandé doucement. Ta mère m'a dit que tu avais mentionné que l'hypothèque était due la semaine prochaine. Comme si nous ne le savions pas. Je me suis tourné vers maman, qui est soudainement devenue très intéressée par la réorganisation de la nourriture dans son assiette. Je l'ai seulement mentionné parce que je devais transférer l'argent de mon compte d'investissement. Cela prend 2 jours ouvrables et avec le week-end férié. Voilà que tu recommences, toujours à ramener l'argent, a interrompu papa. On a compris, Rachel. Tu as réussi. Tu gagnes bien ta vie. Tu nous aides. Tu veux une médaille, Harold, a murmuré maman, mais il n'y avait pas de véritable objection dans son ton. Non, Linda. J'en ai marre de marcher sur des œufs. Rachel tient cet argent au-dessus de nos têtes comme si elle était une sorte de sauveur. Mes mains ont commencé à trembler. 3 ans, 28 800 €. Et pas une seule fois, je ne l'avais utilisé pour les culpabiliser ou exiger leur gratitude. Je n'ai jamais rien tenu au-dessus de vos têtes, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. J'aide parce que vous êtes ma famille et que vous en aviez besoin. Et nous l'apprécions, a dit maman rapidement. N'est-ce pas, Harold? Papa a poignardé un morceau de jambon. Ce que j'apprécierais, c'est une fille qui se soucie de plus que son compte en banque. La famille, c'est la loyauté, pas les signes d'euros. Loyauté. Le mot avait un goût amer. J'ai déménagé ici il y a 3 ans pour vous aider. J'ai payé votre hypothèque, vos factures, votre assurance voiture. Et c'est reparti avec les histoires d'argent. La voix de papa s'est élevée. C'est exactement ce que je veux dire. Tu penses que parce que tu fais quelques chèques, tu as droit à un traitement de faveur. Un traitement de faveur, ai-je répété, incrédule. Quand ai-je jamais reçu un traitement de faveur dans cette famille? Kevin a bougé, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Non, ai-je dit fermement. Je veux savoir ce que papa entend par traitement de faveur. Veux-tu dire de la reconnaissance? De la gratitude basique? Parce que je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Tu veux de la gratitude? Le visage de papa est devenu rouge. Bien. Merci, Rachel, de faire ce que toute fille décente ferait pour ses parents. Voilà, contente maintenant? Quelque chose a craqué en moi. Une fille décente. Qu'en est-il d'un père décent? Un qui ne critique pas et ne diminue pas constamment les réalisations de son enfant?
Un qui montre une once d'appréciation quand cet enfant sacrifie sa propre sécurité financière pour sauver sa maison. Ça suffit. Papa a claqué sa main sur la table, faisant sauter les assiettes. Je ne me laisserai pas parler comme ça dans. Eh bien, je dirais ma maison, mais je suppose que tu me rappellerais que c'est techniquement ta maison, n'est-ce pas? C'est mon appartement que je paie. Oui, ai-je dit doucement. Tout comme je paie pour votre maison. Papa s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. Sors, a-t-il crié. Payer les factures ne fait pas de vous une famille. Sors. L'absurdité de se faire dire de sortir de ma propre maison aurait pu être drôle, si ce n'était pas si douloureux. Brittany avait l'air horrifié. Kevin fixait son assiette. Maman a attrapé le bras de papa. Harold, s'il te plaît. C'est Thanksgiving. Il l'a repoussé. Je ne resterai pas assis ici à me faire manquer de respect par ma propre fille. Manquer de respect? J'ai ri, un son creux. C'est riche venant de toi. Maman s'est penchée vers moi, sa voix étant un murmure dur. Tu es juste jalouse de ton frère. Tu l'as toujours été. Il sait comment faire partie de cette famille sans transformer tout en transaction. Ces mots ont frappé comme un coup physique. Après tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié, c'était ce qu'elle croyait vraiment. Je me suis levé lentement, un calme étrange s'installant en moi. Tu as raison, maman. Kevin sait comment faire partie de cette famille. Il appelle pendant les vacances, envoie des cartes d'anniversaire, et ne contribue absolument en rien pour vous garder dans votre maison. Je me suis tourné vers mon frère. Sans offense, Kevin. Il a eu la grâce d'avoir l'air honteux. J'ai souri, une expression calculée qui semblait étrangère sur mon visage. Alors, vous savez quoi? Vous avez tout à fait raison. Laissez Kevin être l'enfant parfait. Laissez-le prendre en charge les paiements hypothécaires, les services publics, et tout le reste. C'est 9 600 € par an que je garderai désormais. Le visage de papa a pâli légèrement. Maintenant, Rachel, il n'y a pas besoin d'être dramatique. Je ne suis pas dramatique, papa. Je suis transactionnel. Tu te souviens? Et cette transaction est officiellement terminée. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. Le dîner est terminé. Veuillez partir. Rachel, a commencé maman, mais je l'ai coupé. Maintenant. Tous. Un par un, ils sont sortis. Papa fumant de rage, maman en larmes, Kevin évitant mes yeux. Seule Brittany s'est arrêtée à la porte. Je suis tellement désolé, a-t-elle chuchoté. Pour ce que ça vaut, je pense que tu méritais mieux. Après leur départ, j'ai fermé la porte, tourné le verrou, et je me suis appuyé contre elle. La table était encore chargée de nourriture, les verres à moitié pleins, les serviettes abandonnées. 347 € en course, 28 800 € en soutien, et maintenant la liberté, à un prix que j'étais enfin prête à payer. Après le départ de tout le monde, je suis resté debout dans le silence de mon appartement, entouré des restes du désastreux dîner de Thanksgiving. La dinde refroidissait, les pommes de terre figeaient, et les verres à vin restaient à moitié vides comme des sentinelles abandonnées. J'ai attrapé mes clés de voiture et je suis sorti, ayant besoin d'échapper à l'atmosphère étouffante. Pendant 2 heures, j'ai conduit sans but à travers la ville, passant devant le lycée où j'avais obtenu mon diplôme de major de promotion sous des applaudissements minimes, devant le parc où papa avait appris à Kevin à lancer un ballon de football. Mais n'avait jamais assisté à mes compétitions de débat, devant la bibliothèque où maman travaillait, mais n'avait jamais affiché mes récompenses académiques aux côtés des trophées sportifs de Kevin. Les souvenirs ont afflué avec chaque point de repère. La fois où j'avais gagné un concours national de rédaction en seconde et où papa avait dit « c'est juste de l'écriture ». N'importe qui peut mettre des mots sur du papier. La fois où maman avait oublié de venir me chercher au club de mathématiques parce que Kevin avait un match d'entraînement, me laissant attendre sous la pluie pendant 2 heures. La fois où ils avaient utilisé mon fonds universitaire pour acheter une voiture à Kevin parce qu'il en avait plus besoin pour le sport. Mon téléphone a sonné, brisant la spirale des souvenirs douloureux. Amber. Et, ai-je répondu, ma voix épaisse de larmes non versées. Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose au dîner. L'inquiétude dans sa voix a fissuré mon calme. Je me suis garé dans un parking vide et je lui ai tout raconté.
L'explosion de papa, l'accusation de maman, l'ultimatum final. Oh, rat, a soupiré Amber quand j'ai fini. Je suis tellement désolé, mais honnêtement, cela se préparait depuis des années. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as été leur distributeur automatique sans reconnaissance, sans appréciation, et certainement sans respect. Ils t'ont abusé financièrement et émotionnellement, et tu les as laissés faire. Ce n'est pas, ai-je commencé à protester, puis je me suis arrêté. N'était-ce pas exactement ça? Tu te souviens quand nous avons parlé de permettre les dynamiques toxiques, a continué Amber doucement. Tu leur as permis de te traiter mal en continuant à financer leur mode de vie tout en acceptant leur manque de respect. Une larme a coulé sur ma joue. Alors, c'est ma faute? Dieu, non. Leur comportement est à 100% de leur faute, mais continuez à payer leurs factures pendant qu'ils te traitent comme une moins que rien. C'est un choix que tu as fait, et tu peux le défaire. La clarté de ces mots m'a frappé comme un coup de tonnerre. Pendant 3 ans, je m'étais dit que je faisais la bonne chose, la chose responsable, la chose aimante. Mais quel genre d'amour exigeait tout et ne donnait rien en retour? Tu as raison, ai-je dit, essuyant mes larmes. Ça finit ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement ce que je leur ai dit. Je leur coupe les vivres complètement. Tu es sûr? C'est un grand pas. J'ai démarré la voiture. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Je t'appellerai demain. En rentrant à mon appartement, j'ai ressenti un curieux mélange de chagrin et de détermination. La famille que j'avais tant essayé de satisfaire, de soutenir, d'aimer malgré tout. Cette famille pourrait être perdue pour moi maintenant. Mais peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé, sauf dans mes espoirs désespérés. De retour chez moi, j'ai nettoyé la salle à manger méthodiquement, emballant les restes, lavant la vaisselle, rétablissant l'ordre dans l'espace physique pendant que mon esprit cartographiait le plan d'extrication financière. Une fois la cuisine impeccable, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. D'abord, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé tous les paiements automatiques vers la société hypothécaire, les compagnies de services publics et les assureurs associés à la maison de mes parents. Chaque annulation nécessitait une confirmation, demandant si j'étais sûr. Oui. 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 Chaque clic ressemblait à la rupture d'une chaîne qui m'avait lié trop longtemps. Ensuite, j'ai rédigé un email à Michael Stevens, mon avocat de famille. Cher Michael, je vous écris pour documenter formellement ma décision de cesser tout soutien financier à Harold et Linda Morgan avec effet immédiat. Au cours des 3 dernières années, j'ai volontairement couvert leur paiement hypothécaire de 1 600 € par mois et environ 800 € par mois en dépenses supplémentaires, y compris les services publics et l'assurance. Cet arrangement n'a jamais été établi contractuellement et était destiné à être une aide temporaire pendant leurs difficultés financières. Je ne suis sous aucune obligation légale de continuer ces paiements, et à compter d'aujourd'hui, le 24 novembre, je mets fin à tout soutien financier. Veuillez conserver cet email comme documentation de cette décision en cas de litige futur. Cordialement, Rachel Morgan. Après avoir envoyé l'email, j'ai envoyé un SMS aux propriétaires de mes parents pour clarifier que je ne serais plus responsable des paiements liés à leur propriété. La réponse est arrivée rapidement, compris, Rachel. Je mettrai nos dossiers à jour. Juste pour être clair, le paiement de décembre sera de leur responsabilité. Oui, ai-je tapé en réponse. Tous les paiements futurs sont de leur responsabilité. Enfin, je me suis connecté au site web des compagnies de services publics et j'ai contacté chaque fournisseur pour supprimer mon nom et mes informations de paiement de leur compte. Le représentant du service client de la compagnie d'électricité a semblé sympathique lorsque j'ai expliqué la situation. Nous enverrons une notification au titulaire du compte indiquant que les informations de paiement ont été modifiées, a-t-elle déclaré. Ils auront 7 jours pour mettre à jour avec de nouveaux détails de paiement avant que le service ne soit affecté. Merci, ai-je répondu, ressentant une pointe de culpabilité que j'ai rapidement réprimée. Ils avaient 7 jours. C'était un avertissement juste. À minuit, j'avais démantelé toute la structure financière que j'avais construite pour soutenir mes parents. Près de 2 400 € mensuels resteraient désormais sur mes comptes. Le poids de cette responsabilité s'est levé, mais à sa place s'est installée une lourde tristesse. Malgré tout, ils étaient toujours mes parents. Je me souviens encore de papa m'apprenant à faire du vélo, de maman me lisant des histoires au coucher avant que Kevin ne naisse et ne devienne le centre de leur univers.
J'ai réservé une chambre d'hôtel pour la nuit, ne voulant pas être dans mon appartement s'il décidait de revenir. Alors que je préparais un sac pour la nuit, mon téléphone a explosé de notifications. Des SMS de papa allant de la fureur, comment oses-tu nous parler comme ça, aux menaces, tu vas le regretter. Des messages vocaux de maman, alternant entre pleurs et culpabilisation, rien que ça. Rien de Kevin pour l'instant. J'ai mis mon téléphone sous silence, attrapé mon sac, et jeté un dernier coup d'œil à mon appartement, l'endroit qui aurait dû être mon sanctuaire, mais qui était devenu un autre champ de bataille dans la guerre sans fin pour l'approbation de mes parents. Ce soir, je battais en retraite. Mais ce n'était pas une reddition. C'était un retrait stratégique pour protéger ce qui comptait le plus, mon respect de moi-même. Dans la chambre d'hôtel, j'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude emporter le stress de la journée. Enveloppé dans le peignoir moelleux de l'hôtel, je me suis assise près de la fenêtre donnant sur la ville où j'avais grandi, où j'avais accompli et lutté sans jamais tout à fait être à la hauteur. Demain apporterait des conséquences, des confrontations, peut-être même le chaos. Mais ce soir, j'avais fait le premier pas vers la liberté d'un cycle de manipulation émotionnelle qui avait défini ma relation avec ma famille aussi loin que je me souvienne. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'Amber, « Tu vas bien ? » « Ça ira », ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des années, je le croyais vraiment. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 37 appels manqués, 22 messages vocaux, et 64 SMS. En faisant défiler les notifications d'un œil encore fermé, j'ai vu les noms attendus, papa, maman, Kevin. Mais il y avait aussi des messages de tantes, d'oncles et d'amis de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. La nouvelle s'était répandue pendant la nuit. Le premier message vocal était de papa, horodaté à 7h14. Sa voix était tendue par une colère contenue, « Rachel, ce caprice enfantin a assez duré. Appelle-moi immédiatement. » Le second, de 7h32, la société hypothécaire vient d'appeler. Ils ont dit que tu avais retiré tes informations de paiement. Ce n'est pas drôle, Rachel. Au 8e message vocal, son ton était passé de la colère à la panique, « Rachel, s'il te plaît. Nous devons parler de ça. Ta mère est très bouleversée. » Les messages de maman étaient, comme on pouvait s'y attendre, manipulateur, comment as-tu pu nous faire ça après tout ce que nous avons fait pour toi, et je ne t'ai pas élevé pour être aussi égoïste. Et enfin, je ne me sens pas bien à cause de tout ce stress. J'espère que tu es satisfaite. Je les ai tous supprimés sans répondre et j'ai commandé le petit déjeuner au service des tâches. En attendant ma nourriture, j'ai vérifié mes emails. Michael Stevens avait répondu à mon message de fin de soirée. Rachel, merci d'avoir documenté cette décision. Vous avez raison, vous n'avez aucune obligation légale de continuer le soutien financier pour vos parents. En tant qu'avocat, je dois vous informer que bien qu'ils puissent théoriquement tenter une action en justice en revendiquant un contrat implicite ou une confiance préjudiciable, de telles réclamations seraient extrêmement difficiles à prouver étant donné la nature volontaire de votre aide. Si vous rencontrez des problèmes juridiques liés à cette affaire, veuillez me contacter immédiatement. Cordialement, Michael Stevens. Sa confirmation professionnelle de ma position a renforcé ma résolution. Je n'avais rien fait de mal. Je mettais simplement fin à un arrangement qui était devenu émotionnellement toxique. Après le petit déjeuner, je me suis dirigé vers le travail. J'avais envisagé de me porter pâle, mais me cacher ne ferait que retarder l'inévitable. Mieux valait affronter ce qui allait suivre de front. Je venais juste de m'installer à mon bureau quand notre réceptionniste a appelé. Rachel, il y a 2 personnes dans le hall qui insistent pour vous voir. Ils disent qu'ils sont vos parents. Ils n'ont pas de rendez-vous et ils semblent agités. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé ma voix stable. S'il vous plaît, dites-leur que je suis en réunion toute la matinée et que je ne peux pas être dérangé. S'ils ne partent pas volontairement, veuillez appeler la sécurité. Vous êtes sûr ? Ils disent que c'est une urgence familiale. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'urgence, sauf celle qu'ils ont créée. Merci, Diane. 20 minutes plus tard, ma patronne, Jennifer, a frappé à la porte de mon bureau. Rachel, tu as 1 minute ? J'ai levé les yeux, me préparant. Bien sûr. Jennifer a fermé la porte derrière elle. La sécurité vient d'escorter 2 personnes hors du bâtiment qui prétendaient être tes parents. Ils faisaient toute une scène dans le hall. Son expression était inquiète, mais pas accusatrice. Est-ce que tout va bien ?
pendant un moment, j'ai envisagé une diversion professionnelle. Tout va bien, juste un malentendu. Mais Jennifer avait toujours été franche avec moi, et j'ai décidé de lui rendre l'appareil. Non, ça ne va pas. Mes parents et moi avons eu une dispute importante hier. Je les soutiens financièrement depuis 3 ans, et hier je les ai informés que ce soutien prenait fin. Ils ne le prennent pas bien. Jennifer a hoché la tête lentement. Je vois. Je suis désolé que tu aies à gérer ça. As-tu besoin d'un peu de temps libre? Sa question simple, exempte de jugement ou de curiosité mal placée, a amené des larmes inattendues à mes yeux. Non, merci. Le travail est en fait une bonne distraction en ce moment. Très bien. Mais l'offre tient si tu changes d'avis. Elle s'est tournée pour partir, puis s'est arrêtée. Et Rachel, j'ai donné instruction à la sécurité de ne pas les laisser entrer à nouveau dans le bâtiment sans ta permission explicite. C'est ton lieu de travail, et tu as le droit de faire ton travail sans ce genre de perturbation. Merci, ai-je réussi à dire, touché par son soutien. À l'heure du déjeuner, Kevin avait enfin envoyé un SMS. Maman et papa paniquent. Ils disent que tu leur as coupé les vivres complètement. C'est vrai? J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre, oui, j'ai fini d'être le distributeur automatique de la famille tout en étant traité comme si je ne comptais pas. Sa réponse est arrivée rapidement, mais qu'en est-il de leur hypothèque? Des factures? Qu'en est-il d'eux, Kevin? Je les ai payés pendant 3 ans. Peut-être que c'est ton tour. Tu sais que je ne peux pas me permettre ça. Je gagne à peine assez pour couvrir mes propres dépenses. Alors je suppose qu'ils devront trouver une solution. Vendre la maison. Déménager plus petit. Trouver de meilleurs emplois. Les options que les adultes envisagent normalement quand ils ne peuvent pas payer leurs factures. C'est froid, rat. Est-ce que c'est froid? C'est drôle. Personne ne pensait que c'était froid quand je sacrifiais mon avenir financier pour les soutenir tout en ne recevant rien d'autre que des critiques en retour. Kevin n'a pas répondu pendant plusieurs minutes. Quand il l'a fait, son message m'a surprise. Ils ne m'ont jamais dit que tu payais l'hypothèque. Ils ont dit que tu aidais un peu pour les factures. Je n'avais aucune idée que c'était tout. Un rire amer m'a échappé. Bien sûr, ils avaient minimisé ma contribution. Reconnaître l'étendue totale de leur dépendance à mon égard aurait exigé une gratitude qu'ils n'étaient pas prêts à donner. Eh bien, maintenant tu sais, ai-je répondu par SMS. Et maintenant c'est fini. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de la société hypothécaire. J'ai failli le refuser, puis j'ai réalisé qu'il pourrait avoir besoin de la confirmation de mon retrait. Mademoiselle Morgan, ici Trevor de Homestead Mortgage. J'appelle au sujet de la résidence Morgan sur Maple Street. Oui, j'ai supprimé mes informations de paiement de ce compte car je ne ferai plus de paiement sur cette propriété. Je comprends. Les titulaires principaux du compte tentent de prendre des dispositions, mais ils ont demandé que je vous parle directement. Ils prétendent qu'il y a eu un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. J'ai volontairement payé leur hypothèque pendant 3 ans. J'arrête maintenant volontairement. C'est tout. Oui, madame. Je mettrai nos dossiers à jour en conséquence. Le soir venu, la situation s'était aggravée. Mon téléphone affichait un appel manqué de ma tante Suzanne, la sœur de maman, suivi d'un SMS cinglant, « Rachel, je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à tes propres parents. Ils t'ont tout donné en grandissant. Et c'est comme ça que tu les rembourses? En les jetant à la rue? Ta mère est en larmes. Ton père parle de devoir vendre la maison. Est-ce ce que tu veux? Détruire ta famille pour de l'argent. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Tante Suzanne avait toujours répété la version des événements de ma mère sans poser de questions. Elle n'avait aucune idée de ce qu'avait été la réalité, que ce soit en grandissant ou ces dernières années. En rentrant du travail, j'ai aperçu une voiture familière garée devant mon immeuble, la vieille Ford bleue de papa. J'ai continué à conduire, faisant 2 fois le tour du pâté de maison jusqu'à ce que la voiture soit partie. Ils essayaient clairement de me tendre une embuscade chez moi maintenant. J'avais besoin d'un meilleur plan que de changer d'hôtel. Juste au moment où je me garais enfin à ma place désignée, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Allô, Rachel. C'est Brittany, la petite amie de Kevin. J'ai eu ton numéro par son téléphone.
Brittany, est-ce que tout va bien? Pas vraiment. J'appelle parce que, eh bien, je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. Tes parents se sont présentés à ton appartement plus tôt. Quand tu n'es pas rentré, ton père a essayé d'utiliser sa clé. Sa clé? Il n'a pas de clé de mon appartement. C'est ce que le voisin a dit quand il est sorti et a demandé ce qu'il faisait. Ton père a prétendu qu'il était ton père et qu'il avait le droit d'entrer. Le voisin a appelé la police. Mon sang s'est glacé. La police? Oui. Ils sont venus et ont parlé avec tes parents. Personne n'a été arrêté, mais on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans ta propriété sans permission. Ton père était. Ils ne le prenaient pas bien quand ils sont partis. Merci de me l'avoir dit. Il y a plus, a dit Brittany, sa voix baissant. Kevin et moi avons eu une énorme dispute à ce sujet. Il continuait à dire que tu étais égoïste et je lui ai dit qu'il était aveugle. Que d'après ce que j'ai vu hier et ce qu'il m'a raconté sur votre enfance, tu as été traité injustement pendant des années. Il ne voulait pas l'entendre. Je suis désolé, ai-je dit, le pensant sincèrement. Je n'ai jamais voulu causer de problème entre vous deux. Tu ne l'as pas fait. Cela a révélé des problèmes qui étaient déjà là. Elle a fait une pause. Bref, je pensais que tu devrais être au courant pour la police et que tout le monde ne pense pas que tu as tort. Ce que tu as fait a demandé du courage. Après l'avoir remercié à nouveau, j'ai appelé la ligne non urgente de la police locale pour déposer un rapport sur la tentative d'entrée et demander des patrouilles supplémentaires près de mon immeuble. L'officier à qui j'ai parlé était professionnel et a pris les informations sans jugement. Nous ferons une note pour augmenter les patrouilles dans votre secteur pour les prochains jours, a-t-il assuré. S'ils reviennent et essaient d'entrer à nouveau, appelez immédiatement le 911. Cette nuit-là, j'ai dormi par intermittence, sursautant à chaque bruit devant ma porte. Le matin, les SMS de divers membres de la famille avaient continué d'affluer, allant de l'inquiétude à l'accusation. Ma cousine Mélissa, toujours la commère de la famille, a envoyé le message le plus révélateur, OMG, toute la famille parle du fait que la police a été appelée pour tes parents à ton appartement. Ta mère a dit à tout le monde que tu faisais une sorte de dépression nerveuse et qu'il vérifiait juste si tu allais bien. Qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai décidé de répondre à celui-ci avec de simples faits, j'ai arrêté de payer leurs factures après des années d'abus financiers et émotionnels. Ils ont essayé d'entrer dans mon appartement sans permission quand je n'étais pas là. Un voisin a appelé la police. Je ne fais pas de dépression nerveuse. Je me défends enfin. La réponse de Mélissa a été immédiate, waouh, ce n'est pas ce qu'il raconte à tout le monde. Je suis sûr que non, ai-je répondu. Mais c'est la vérité. Au fil de la journée, les services publics de la maison de mes parents ont commencé à être coupés un par un, à mesure que les délais de grâce expiraient sans que de nouvelles informations de paiement ne soient ajoutées. J'ai appris cela par une série de messages de plus en plus frénétiques de maman. Internet vient de couper. Maintenant l'électricité est partie. En novembre, il gèle ici. La compagnie des eaux dit que le service sera déconnecté demain si le paiement n'est pas reçu. Je n'ai répondu à aucun d'eux. C'était exactement ce que j'avais prévenu qu'il arriverait. Les conséquences de leurs actions et des miennes se déroulaient exactement comme prévu. Une semaine après Thanksgiving, j'étais assise dans le bureau du docteur Sarah Collins, tripotant la manche de mon pull. Je n'étais jamais allée en thérapie auparavant, mais après 7 jours de guerre émotionnelle, j'avais besoin de conseils professionnels. Alors, a dit le docteur Collins après que j'ai raconté les événements de la semaine passée, vous avez apporté un changement significatif dans une dynamique familiale établie de longue date. Cela va forcément créer des effets d'entraînement. Comment vous sentez-vous par rapport à votre décision maintenant? J'ai considéré la question attentivement. Coupable parfois, soulagé d'autres fois, triste presque toujours. Elle a hoché la tête. Toutes des réactions normales. Vous avez perturbé un système dysfonctionnel qui, bien que nuisible pour vous, était au moins familier et prévisible. Le changement, même positif, apporte souvent du deuil. Mais aurais-je dû le faire différemment? Moins brusquement? Leur donner un avertissement? Est-ce qu'un avertissement aurait changé les dynamiques fondamentales en jeu, a-t-elle demandé. Non, ai-je admis. Ils auraient essayé de me culpabiliser ou de me manipuler pour me faire changer d'avis, ou fait des promesses qu'ils ne tiendraient pas. Alors peut-être que la brusquerie était nécessaire. Parfois,
une rupture nette est plus gentille qu'une séparation prolongée. Nous avons continué à parler, explorant les modèles qui avaient défini ma relation avec mes parents, le rôle que j'avais joué dans le maintien de ces modèles, et des stratégies pour fixer et faire respecter des limites à l'avenir. À la fin de la séance, je me sentais plus ancrée, plus certaine que j'avais fait le bon choix, aussi douloureux soit-il. Alors que je partais, le docteur Collins a dit quelque chose qui est resté avec moi. Rappelez-vous, Rachel, la réconciliation peut être possible un jour, mais elle nécessite un changement des deux côtés, pas seulement du vôtre. N'acceptez pas la responsabilité de guérir une relation que les autres ne sont pas prêts à examiner honnêtement. À l'extérieur du bureau, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver un message inattendu de Kevin. On peut se voir pour un café? Juste nous. Pas de parents, pas de drame. Nous avons arrangé de nous rencontrer dans un café du centre-ville, territoire neutre, loin de la maison de nos parents et de mon appartement. Kevin est arrivé l'air fatigué, les cernes sous ses yeux suggérant qu'il n'avait pas bien dormi non plus. Merci d'être venu, a-t-il dit alors que nous nous asseyions avec nos boissons. Tu as une mine épouvantable, ai-je répondu, sans méchanceté. Il a tenté un sourire. Ouais, eh bien, ça a été une semaine difficile pour tout le monde. Je suis d'accord. Kevin a fixé son café. J'ai rompu avec Brittany. Je suis désolé d'entendre ça. Ne le sois pas. Elle avait raison sur beaucoup de choses. Il a levé les yeux vers moi. Y compris sur la façon injuste dont tu as été traité. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Continue. Après que tout a explosé, j'ai commencé à penser à notre enfance. Vraiment penser, pas juste le résumé des meilleurs moments sur lesquels maman et papa se concentrent toujours. Et j'ai réalisé que tu as eu la mauvaise part, Ra. Ils étaient toujours plus durs avec toi, attendaient toujours plus, donnaient toujours moins. J'en ai profité. Et je n'ai jamais rien dit. Non, tu ne l'as pas fait, ai-je dit, ne voulant pas lui rendre la tâche plus facile. J'aurais dû. Je suis désolé. Il a pris une profonde inspiration. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais te voir. Je voulais te dire que j'ai pris en charge les paiements des services publics. Pas l'hypothèque cependant. Je ne peux vraiment pas gérer ça avec mon salaire, mais je couvre l'électricité, l'eau, Internet. Et je leur ai dit qu'ils devaient se débrouiller eux-mêmes pour l'hypothèque. J'ai cligné des yeux, surprise. Tu as fait ça? Ouais. Ils ne l'ont pas bien pris. Papa a dit que je te choisissais plutôt que la famille. Il a émis un rire amer. L'ironie n'a pas semblé l'effleurer. Je ne m'attendais jamais à ce que tu prennes les factures, Kevin. Je sais, mais c'est la bonne chose à faire. Je suis leur fils aussi. Et je t'ai laissé tout porter. Il a hésité. Il y a autre chose que tu devrais savoir. La maison est en saisie. Ils ont 3 mois de retard sur l'hypothèque déjà. Quoi? Mais je la payais. Kevin a semblé mal à l'aise. Apparemment, il prenait des avances de fonds sur les cartes de crédit pour d'autres dépenses. Ils sont assez endettés, au-delà de la simple hypothèque. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Toutes ces années de sacrifice, de mise en attente de mon propre avenir financier pour les maintenir à flot, et il s'était enfoncé plus profondément dans la dette tout ce temps. Il raconte à tout le monde dans la famille que tu les as abandonnés sans avertissement, a continué Kevin. Mais j'ai remis les pendules à l'heure avec oncle Robert hier soir. Il a été assez choqué d'apprendre que tu payais leur hypothèque depuis 3 ans. Est-ce pour ça qu'il m'a appelé ce matin? Kevin a hoché la tête. Probablement. Lui et tante Patricia parlent de laisser maman et papa rester avec eux jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, comparant nos notes sur notre enfance, reconnaissant des vérités douloureuses que nous avions tous deux évitées pendant des années. Ce n'était pas une réconciliation complète, trop de choses s'étaient passées pour cela, mais c'était un début, une reconnaissance que le récit familial avait été déformé depuis trop longtemps. Alors que nous partions, Kevin a demandé, « Tu vas à la fête de Noël de la famille chez grand-mère ?» Le rassemblement annuel de Noël de la famille Morgan. Je ne l'avais même pas envisagé. Je ne sais pas. C'est peut-être trop tôt. Pense-y. Ce serait peut-être bien d'avoir des alliés là-bas. Alliés? Le mot semblait étrange appliqué à ma famille, où je m'étais toujours senti comme une étrangère regardant de l'extérieur. Je vais y penser, ai-je promis.
Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu un SMS inattendu de Brittany. Kevin m'a dit que vous aviez parlé. Je suis contente. Pour ce que ça vaut, finir les choses avec lui a été dur, mais nécessaire. Il a besoin de grandir un peu. Tes parents aussi. Mais toi, tu y es déjà. Reste forte. Le soutien de sources inattendues a continué. Jennifer, ma patronne, m'a appelé dans son bureau le jour suivant. Rachel, j'ai pensé à ta situation. L'entreprise a un programme d'aide au logement d'urgence pour les employés confrontés à des conditions de vie instables. Étant donné les circonstances avec ta famille, je pense que tu es éligible. Cela couvrirait une relocalisation temporaire si tu ne te sens pas en sécurité dans ton appartement actuel. C'est incroyablement généreux, ai-je dit, touché par son inquiétude. Mais je pense que ça va pour l'instant. La police patrouille régulièrement, et mes parents semblent avoir cessé de se présenter à l'improviste. L'offre tient si les choses changent. Et Rachel, l'équipe de direction a remarqué ton travail cette année passée. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie personnelle, la performance de ton portefeuille a été exceptionnelle. Ce genre de résilience et de concentration ne passe pas inaperçu ici. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne pouvait le savoir. Une reconnaissance professionnelle basée uniquement sur le mérite. Pas tempérée par la comparaison avec un enfant chéri ou diminuée par des normes arbitraires que je ne pourrais jamais atteindre. Tout le monde n'était pas aussi favorable, bien sûr. 3 jours plus tard, j'ai croisé ma mère à l'épicerie locale. J'avais évité leur quartier, mais je ne m'attendais jamais à la voir à l'autre bout de la ville, au magasin près de mon appartement. Rachel, a-t-elle dit, bloquant mon chemin au rayon des fruits et légumes. Son apparence m'a choqué. Elle paraissait avoir vieilli de plusieurs années, les rides autour de sa bouche plus profondes, ses cheveux sales. Maman, ai-je reconnu, gardant ma voix neutre. Excuse-moi, s'il te plaît. C'est tout ? C'est tout ce que tu as à me dire après ce que tu as fait à notre famille. Les autres clients commençaient à regarder. J'ai baissé la voix. Ce n'est pas l'endroit, maman. Où est l'endroit alors ? Tu ne réponds pas à nos appels. Tu as monté ton frère contre nous. Tu as monté des amis de la famille contre nous. J'ai simplement dit la vérité, maman. Si cela monte les gens contre toi, considère peut-être pourquoi. Son visage s'est déformé. La vérité ? Tu veux la vérité ? La vérité, c'est que tu as toujours été égoïste. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous avec ton diplôme chic et ton grand travail. Nous t'avons tout donné en grandissant. Non, vous ne l'avez pas fait, les jeux interrompus, atteignant enfin ma limite. Vous avez tout donné à Kevin. Vous m'avez donné des miettes d'attention quand c'était pratique. Vous avez pris mon fonds universitaire pour sa voiture. Vous avez oublié ma remise de diplôme du lycée parce qu'il avait un match de baseball. Tu vois. Toujours à compter les points, a-t-elle crié assez fort pour qu'un employé du magasin commence à marcher vers nous. Toujours la victime. Madame, a dit l'employé prudemment. Est-ce que tout va bien ? Non, a craché ma mère. Ma fille m'humilie publiquement, tout comme elle essaie de détruire notre famille. L'employé a regardé mal à l'aise entre nous. Je vais devoir vous demander à toutes les deux de continuer cela dehors. Vous dérangez les autres clients. Je partais justement, ai-je dit, abandonnant mon chariot à moitié rempli. Alors que je m'éloignais, ma mère m'a crié après, ce n'est pas fini, Rachel. Les familles ne s'arrêtent pas juste parce qu'une personne décide de s'éloigner. Ces mots m'ont suivi jusqu'au parking où je me suis assise dans ma voiture, les mains tremblant sur le volant. Elle avait raison sur une chose, ce n'était pas fini. La confrontation avait été enregistrée sur le téléphone de quelqu'un, et le soir même, la vidéo circulait dans les groupes de médias sociaux locaux. Analyste financière réprimandée publiquement par sa mère à l'épicerie Thomson, lisait-on sur un post, accompagné de la vidéo montrant la tirade de ma mère et ma sortie précipitée. Des collègues ont envoyé des messages inquiets. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont soudainement contacté, curieux du drame familial qui se jouait maintenant de manière semi-publique. La frontière entre ma réputation professionnelle et ma vie personnelle, une ligne que j'avais toujours soigneusement maintenue, s'estompait dangereusement. Ce week-end-là, j'ai assisté à ma première fête de fin d'année chez Amber, entouré d'amis qui me connaissaient, m'appréciaient, et n'attendaient rien de moi, sauf ma compagnie.
Alors que nous décorions des maisons en pain d'épices et buvions du vin chaud, j'ai ressenti une lueur de ce que les fêtes pouvaient être sans le poids de l'obligation familiale et de la déception. À la famille choisie, apporter un toast en berre, levant son verre. Les gens qui nous aiment parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. À la famille choisie, avons-nous répété en chœur. Et à ce moment-là, entouré de chaleur et d'acceptation authentique, j'ai compris que je n'avais pas perdu une famille. J'en avais trouvé une digne de ce nom. 3 mois après le désastre de Thanksgiving, l'hiver cédait à contre-cœur la place au début du printemps. De minuscules bourgeons apparaissaient sur les arbres bordant ma rue, promettant un renouveau après des mois de dormance. Cela semblait approprié pour ma propre vie, qui montrait aussi des signes timides de nouvelle croissance après l'hiver émotionnel que j'avais enduré. Mes séances hebdomadaires avec le docteur Collins étaient devenues une encre, m'aidant à traiter le deuil complexe de l'éloignement familial. Un deuil que j'avais questionné initialement, mais personne n'est mort. Le deuil ne concerne pas seulement la mort, a-t-elle expliqué. Il s'agit de la perte. Vous avez perdu la famille que vous espériez, les relations que vous avez travaillé à maintenir, et le fantasme que les choses pourraient s'améliorer si vous essayiez juste assez fort. Cela mérite d'être pleuré. Alors, j'ai pleuré pour les parents solidaires que je n'avais jamais eus, pour le frère qui avait été monté contre moi depuis l'enfance, pour les années passées à chercher une approbation qui était toujours juste hors de portée. Et progressivement, le deuil a cédé la place à l'acceptation, et l'acceptation a un sentiment de paix timide. Les conséquences pratiques de ma décision s'étaient déroulées comme prévu. La maison de mes parents était maintenant en procédure de saisie avancée, les avis formels s'empilant alors que la banque se préparait à récupérer la propriété. Kevin avait maintenu les paiements des services publics, fidèle à sa parole, mais l'hypothèque était bien au-delà de ce que l'un ou l'autre de nous avait réalisé. Des années de dettes cachées avaient créé un trou financier trop profond pour s'en échapper sans mesure drastique. Oncle Robert et tante Patricia avaient offert à mes parents un logement temporaire dans leur chambre d'amis, un arrangement que Kevin rapportait comme montrant déjà des signes de tension. Papa refuse de chercher autre chose qu'un travail à temps partiel, m'a-t-il dit lors d'une de nos réunions café désormais régulières. Il dit qu'à son âge, il ne devrait pas avoir à recommencer. Oncle Robert n'est pas d'accord. Et maman, ai-je demandé, toujours prudente en discutant de nos parents directement. Elle a pris plus d'heures à la bibliothèque et elle. Il a hésité. Elle a demandé de tes nouvelles. De mes nouvelles? Comment tu vas? Si tu sembles aller bien, si tu les mentionnes un jour. Kevin a remué son café. Je pense que la réalité s'installe enfin, ce n'est pas juste une phase que tu traverses. Ce n'est pas le cas, ai-je confirmé. C'est permanent, à moins que certaines choses fondamentales ne changent. Je sais. Je lui ai dit ça. Il a levé les yeux. Elle m'a demandé de te donner ça. Il m'a tendu une enveloppe, mon nom écrit sur le devant avec l'écriture familière de ma mère. Je l'ai prise avec précaution, comme si elle pouvait mordre. Tu n'es pas obligé de la lire maintenant, a dit Kevin. Ou jamais. Mais elle m'a demandé de te la remettre. J'ai glissé la lettre dans mon sac à main, incertaine de l'ouvrir un jour. Le docteur Collins m'avait mis en garde contre le fait d'être ramené dans de vieux schémas par la culpabilité ou la manipulation, et une lettre semblait être le véhicule parfait pour l'un ou l'autre. Plus tard ce soir-là, seul dans mon appartement, la curiosité a vaincu la prudence. J'ai ouvert l'enveloppe et déplié 2 pages de papier à lettres. Chère Rachel, commençait-elle. Je ne sais pas si tu liras ceci. Kevin dit qu'il te la donnera, mais je comprendrai si tu la jetais sans l'ouvrir. Je le ferai à ta place. C'est à ça que je pense dernièrement, ta place. Pour la première fois, j'essaie de voir les choses de ton point de vue. Ce n'est pas confortable. Je n'aime pas la mer que je vois à travers tes yeux. Harold ne sait pas que j'écris ceci. Il est toujours en colère, te blâmant toujours pour tout. Je l'étais aussi au début. C'était plus facile que de regarder ma part dans tout ça. La vérité est que je n'ai jamais été juste envers toi. J'ai favorisé Kevin dès l'instant où il est né. Il était plus facile, joyeux, simple, satisfait de simples éloges. Tu étais toujours plus intelligente, plus perspicace, plus exigeante. Tu voyais à travers les mots vides. Tu avais besoin d'une substance que je n'étais pas équipé pour fournir. Alors, j'ai pris la voie facile. J'ai versé mes ressources émotionnelles limitées sur Kevin et je t'ai laissé te débrouiller seul. Puis,
Je me suis convaincu que tu allais bien comme ça, indépendante, autosuffisante. Je me suis dit que tu n'avais pas besoin de l'attention dont Kevin avait besoin. J'avais tort. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande même pas une autre chance. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Trop tard. Mais je le vois. Les dégâts que nous avons faits. La fille que nous avons perdue parce que nous ne pouvions pas apprécier la femme remarquable qu'elle est devenue. Nous déménageons chez ma sœur en Arizona le mois prochain. La maison sera partie d'ici là. C'est pour le mieux. Trop de fantômes là-bas de toute façon. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'un jour nous pourrons parler à nouveau, bien que je comprenne si cela n'arrive jamais. Maman. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant les manipulations habituelles, les culpabilisations, les pics subtils. Elle n'était pas là. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais attendu de ma mère, la responsabilité. Limitée, tardive, mais réelle. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai apporté la lettre à ma séance de thérapie suivante, où le docteur Collins m'a aidé à traiter mes réactions compliquées. Cela semble être une étape significative pour votre mère, a-t-elle observé. Mais rappelez-vous, une lettre n'efface pas des années de comportement. S'il doit y avoir une réconciliation, elle devra être progressive, avec des limites claires et un changement constant dans le temps. Je ne suis pas sûr de vouloir même une réconciliation, ai-je admis. Une partie de moi se sent plus légère sans eux dans ma vie. C'est valide aussi. Vous n'êtes pas obligé de reconstruire des relations simplement parce que vous partagez de l'ADN. La question est, qu'est-ce qui sert votre bien-être maintenant, et à l'avenir ? Ce qui servait mon bien-être s'est avéré être de continuer la séparation tout en reconnaissant la lettre de ma mère avec une brève réponse civile. Maman, merci pour ta lettre. J'apprécie la réflexion qu'elle représente. Je ne suis pas prête pour plus de communication en ce moment, mais je te souhaite bonne chance en Arizona. Rachel. Court, ni chaud ni froid, laissant la porte ni complètement fermée ni grande ouverte. C'était tout ce que je pouvais honnêtement offrir. Avec Kevin, les choses ont continué à s'améliorer progressivement. Notre histoire commune a créé un lien qui, bien qu'endommagé, n'était pas irréparable. Il avait commencé à voir notre enfance avec des yeux plus clairs, reconnaissant les façons dont il avait été utilisé comme une arme contre moi et les dynamiques familiales qu'aucun de nous n'avait créées. Je pensais à cette expo-science en 5e, a-t-il dit lors d'une de nos rencontres. Quand tu as construit ce modèle incroyable du système solaire avec les lumières qui fonctionnaient, et papa a fait tout un plat de mon ruban de participation à la rencontre d'athlétisme qui tombait le même jour. Je m'en souviens, ai-je dit, surprise qu'ils s'en souviennent aussi. Tu as passé des semaines sur ce modèle. C'était incroyable. Tu aurais dû gagner la première place, pas la 3e. Et tout ce dont tout le monde parlait au dîner, c'était mon stupide ruban. Il a secoué la tête. Je savais que c'était mal, même à l'époque. Je n'ai juste rien dit parce que, eh bien, ça faisait du bien d'être le favori. Tu étais un enfant, Kevin. Aucun de nous n'a créé cette dynamique. Non, mais j'en ai profité. Et maintenant, j'essaie de comprendre qui je suis sans ça. Il a fait un sourire ironique. Il s'avère que l'identité de l'enfant chéri ne vous prépare pas très bien à l'âge adulte réel. Professionnellement, les conséquences de l'incident de Thanksgiving s'étaient finalement stabilisées. La confrontation virale à l'épicerie s'était effacée des médias sociaux locaux, remplacée par de nouveaux drames communautaires. Jennifer s'était révélée être une alliée inattendue, me protégeant des retombées professionnelles potentielles et me recommandant même pour un programme prestigieux de certification en conseil financier. Ta capacité à maintenir un excellent travail tout en gérant des défis personnels montre exactement le genre de résilience dont nos meilleurs clients ont besoin chez un conseiller, m'a-t-elle dit en annonçant mon acceptation au programme. Les émotions et les finances sont toujours entremêlées. Quelqu'un qui comprend cette connexion de première main a un avantage. Alors que le printemps avançait, j'ai créé de nouvelles traditions et connexions. Des brunchs le dimanche avec Amber et notre cercle d'amis. Du bénévolat dans un programme de littératie financière pour les jeunes adultes sortant du foyer d'accueil. Un premier rendez-vous timide avec Michael, un architecte aux yeux doux que j'ai rencontré grâce au programme de bénévolat. Un samedi inhabituellement chaud de fin avril, je revenais de mon jogging matinal quand j'ai aperçu une silhouette familière attendant près de mon immeuble, mon père, paraissant plus vieux et quelque peu diminué sous la lumière vive du soleil.
Mes pas ont ralenti alors que je m'approchais prudemment. Papa. Il s'est tourné, clairement nerveux, les mains enfoncées profondément dans ses poches. Rachel. Je n'étais pas sûr que tu me parlerais. Cela dépend de ce que tu veux dire. Il a hoché la tête, acceptant la nature conditionnelle de la conversation. Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. Je voulais juste. Avant que nous partions pour l'Arizona, j'avais besoin de dire quelque chose en personne. Il a pris une profonde inspiration. Tu avais raison sur beaucoup de choses. Je n'ai pas été juste avec toi. Je n'ai pas apprécié ce que tu as fait pour nous. L'aveu, si longtemps attendu, semblait étrangement anticlimatique. Merci d'avoir dit ça. Je ne suis pas doué pour ça, a-t-il continué, fixant le trottoir. Admettre quand j'ai tort. Ta mère a toujours dit que c'était mon pire défaut. Un fantôme de sourire a traversé son visage. L'un des nombreux, selon elle ces jours-ci. L'Arizona est un nouveau départ, ai-je offert de manière neutre. Oui. À mon âge. Il a secoué la tête. Recommencer à 61 ans n'était pas dans le plan. Les plans changent. On s'adapte. Il a levé les yeux, me voyant vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Tu as bien tourné, Rachel. Forte, intelligente. Ce n'était pas grâce à nous. C'était malgré nous. Je veux que tu saches que je le reconnais. Les mots ont déverrouillé quelque chose dans ma poitrine. Pas un pardon exactement, mais le relâchement de quelque chose de serré. J'apprécie cela, papa. Nous sommes restés dans un silence gêné un moment avant qu'il ne parle à nouveau. Nous partons la semaine prochaine. Ta mère a l'adresse. Si jamais tu veux. Eh bien, c'est là si tu en as besoin. Bon voyage, ai-je dit, ne m'engageant pas à plus. Il a hoché la tête, comprenant la limite. Prends soin de toi, Rachel. Je le fais, ai-je répondu pour la première fois depuis longtemps. Je le fais vraiment. Alors qu'il s'éloignait, je n'ai ressenti aucune montée dramatique d'émotion, aucune réconciliation cinématographique, aucune catharsis profonde. Juste une reconnaissance tranquille que parfois, la guérison ne ressemble pas à une restauration complète. Parfois, il s'agit juste d'atteindre un endroit où le passé ne dicte plus l'avenir. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner pour Amber, Kevin, et quelques amis proches. Alors que nous nous réunissions autour de ma table, la même où Thanksgiving avait implosé 4 mois plus tôt, j'ai regardé les visages de ces gens qui choisissaient d'être dans ma vie, qui me valoraient tel que j'étais. Qui n'attendaient rien au-delà du respect mutuel et d'une connexion authentique. Pourquoi souris-tu, a demandé Amber en me passant une corbeille de pain. Je pensais juste à l'amour conditionnel par rapport à l'amour inconditionnel, ai-je répondu. Toute ma vie, j'ai pensé que l'amour familial était censé être inconditionnel. Mais il venait avec tellement de conditions que je ne pourrais jamais remplir. Et ici, avec des amis, où nous pourrions partir à tout moment, cela semble plus inconditionnel que tout ce avec quoi j'ai grandi. Kevin a levé son verre. A trouvé les bonnes conditions pour s'épanouir, et le courage de les créer quand c'est nécessaire. Alors que nos verres s'entrechoquaient, j'ai réalisé que la famille que j'avais perdue n'avait jamais vraiment existé, sauf dans mes espoirs désespérés et mes efforts futiles. Ce que j'avais trouvé à la place, le respect de soi, une véritable amitié, une connexion honnête, et oui, même une relation prudemment en guérison avec mon frère était réelle, solide, et mien pour toujours. Le voyage n'avait pas été facile. Les 28 800 € que j'avais dépensés pour soutenir mes parents ne seraient peut-être jamais remboursés. Le coût émotionnel avait été encore plus élevé. Mais alors que je regardais autour de moi ma famille choisie, je savais avec une certitude absolue que cela avait valu chaque centime. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile entre soutenir votre famille et protéger votre propre bien-être? Quelles limites avez-vous fixées dans vos relations? J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires de croissance personnelle à travers des situations difficiles, et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de se choisir soi-même parfois. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, la vraie famille soutient vos ailes, elle ne les coupe pas.